Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète, même si aujourd'hui, on va pas tellement parler triathlon, quoique j'ai quand même une question au moins pour mon invité sur le sujet du triathlon. On va plutôt parler cyclisme et notamment longue distance, ce qu'on appelle l'ultra-distance en cyclisme. Je suis très heureux de tendre le micro à Sébastien Scotto di Fasano. Salut Sébastien. Salut Hermano. Alors attends, on va la refaire avec l'accent si tu veux. Scotto di Fasano. Écoute, ça me va bien aussi. Écoute, Sébastien, je suis super content de te recevoir sur le podcast, même si on a déjà échangé avant, par ailleurs. On va passer un petit peu en revue avec toi ta vie sportive, ton parcours sportif, tes objectifs sportifs. Et puis, si je ne m'abuse, tu travailles aussi un peu dans le milieu du sport. On va pouvoir parler de tout ça. Mais ce que je te propose, comme je le fais avec tous mes invités, c'est déjà de te tendre le micro et de te laisser parler de toi. Donc, dis-nous tout. Qui est Sébastien Scotto di Fasano? Écoute, Sébastien, c'est pas un triathlète dès le début. Je suis vraiment issu d'un autre sport de l'outdoor qui est plutôt la voile légère. Donc en fait, moi, j'ai fait deux préparations olympiques en voile légère. J'ai commencé la voile tout petit. Ça a été tout de suite le premier sport dans lequel mes parents m'ont mis et j'ai pas vraiment eu le choix. Quand on a 6 7 ans, voilà, on n'a pas vraiment grand-chose à dire sur l'activité qu'on veut pratiquer. Et je pense que vraiment pour la forme, ils m'ont fait tester un peu de judo, histoire de dire on lui laisse l'opportunité de choisir, mais j'ai bien senti qu'il n'y avait pas vraiment quand même, j'avais pas mon mot à dire. Mais donc voilà, dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé mes classes de voile de manière assez classique pour ceux qui nous connaissent un petit peu avec un support qui s'appelle l'Optimist, qui est vraiment un support qui permet de découvrir l'univers marin et de découvrir comment fonctionne le vent, etc. Donc, c'est vraiment les premières sensations que j'ai pu avoir. Et il faut savoir que je suis né à Marseille et j'habite toujours Marseille. Euh, donc, plutôt une ville où à la base, c'est pas vraiment la voile le sport national, on va dire. Hein, c'est plutôt le foot. Hein. Je me suis quand même retrouvé assez fréquemment dans des classes où j'étais le seul à pratiquer la voile. Euh, mais voilà, ça me gênait pas plus que ça. Et j'ai quand même mis du temps à aimer et apprécier ce sport. Parce que c'est vrai que quand même, quand on se retrouve au mois de février euh, avec du Mistral et qu'il fait 5 degrés et qu'on est sur le bord de la mise à l'eau et qu'on va partir s'entraîner, on se demande un peu si on a été méchant et qu'on est puni par ses parents pour se retrouver là, quoi. Donc pendant que les autres petits copains vont jouer ou à l'intérieur ou alors faire du foot et donc avoir, on va dire, un sport qui de premier abord, pour paraître un peu plus ludique. Mais donc voilà, donc la voile, ça a été une grosse partie de ma vie parce que du coup, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai ensuite changé de support, passé sur un support jeune qui s'appelait le Motorop et qui m'a permis, entre guillemets, de faire mes armes pour me préparer au niveau. Et après, à partir de 18-19 ans, je suis rentré dans le haut niveau sur un support olympique qui s'appelle le 49er, et qui s'appelle toujours le 49er et qui est toujours représenté aux Jeux Olympiques, qui est donc un bateau où on est deux dessus, un barreur, un équipier, et qui est assez planant, très très fun, très très technique. Euh, pour donner un ordre d'idée, moi quand j'ai arrêté de faire du solitaire, et donc quand à 18-19 ans j'ai changé de bateau, j'étais quand même parmi l'élite sur le bateau que je pratiquais. Et quand je suis arrivé en 49er, on fait assez naturellement dernier à toutes les compétitions. Donc, c'est assez compliqué de se retrouver tout en haut d'une discipline et repartir un peu à zéro dès qu'on change de support. C'est vraiment une particularité qui est assez propre à la voile parce qu'en fait, on peut être champion sur un bateau et vraiment nul dans un autre il y a des particularités techniques qui sont vraiment propres à chaque support. C'est un peu comme si demain tu étais champion de ping-pong et que je te mets au squash. Enfin, voilà, tu vas peut-être avoir des bases, mais tu vas pas forcément performer tout de suite. Ouais, Donc la j'aurais peut-être voile, pas été jusque-là. Pour rester dans l'univers du triathlon, je dirais que tu es champion d'Xterra, par exemple. Et puis, tu passes sur le triathlon de ville. ouais, C'est le même sport, mais c'est pas du tout la même discipline parce que t'as pas le même support, t'as pas le même terrain, t'as pas les mêmes conditions. c'est vrai. J'aurais pas vu ça comme ça. Juste avant que tu continues, pour rester un peu sur la voile,
pourquoi 49er? Parce que, donc, pour ceux qui Mm. parlent pas anglais, 49. Mais pourquoi? Parce que c'est pas Ben, on ne fait pas beaucoup de voiles sur des bateaux de 49 mètres. alors, c'est pas 49 mètres, c'est 4,90 m du coup. Fortinaire, c'est 4,90 m. Le bateau s'appelle comme ça tout simplement parce que l'architecte qui a conçu le bateau était fan de foot américain et qui a une équipe à San Francisco qui s'appelle les 49ers. Et donc voilà, il s'est dit, je vais faire un bateau de 4,90 m, comme ça je pourrais l'appeler comme ça. Donc ça, c'est pour la petite histoire historique. Mais sinon, pourquoi ce bateau-là? Ben, déjà parce que, en fait, aux Jeux Olympiques, en voile légère, il y a 10 séries représentées, 10 bateaux différents. Donc quand je dis 10 séries, ça englobe aussi bien, je vais le vulgariser au maximum, mais il y a des supports comme la planche à voile, alors ça s'appelle pas comme ça, hein, mais comme la planche à voile, le catamaran, le Fortuniner en l'occurrence, le laser qui est, on va dire, le support le plus mainstream parce que c'est le plus pratiqué au monde, et aujourd'hui le kite, et le kite à foil notamment. Et donc, dans tous les supports qui étaient représentés aux Jeux Olympiques, moi, c'était vraiment le bateau qui me faisait rêver parce que c'était un bateau planement. Le Fortinainer, dans la désignation du CIO des Jeux Olympiques, c'est le dériveur double haute performance. Ça s'appelle comme ça parce que, en fait, c'est un bateau, si on le pose sur l'eau et qu'on ne monte pas dessus, il se retourne instantanément. Donc, il faut être toujours en mouvement, il faut toujours être en équilibre sur le bateau. C'est vraiment une chorégraphie entre le barreur et l'équipier pour réussir à le manœuvrer et le maîtriser vraiment de A à Z. Et en plus de ça, le pôle France se trouvait à Marseille. Donc, moi, je les voyais naviguer. Voilà, je les avais sous les yeux régulièrement. Et quand je les voyais passer, voilà, je me disais que c'était vraiment ce support-là que j'avais envie de faire, quoi. C'est le bateau qui faisait rêver. Et c'est un support où concourent aussi bien les hommes que les femmes? Alors, au début, c'était que les hommes. Et puis, en 2016, ils ont créé un autre support qui s'appelle le 49er FX, qui était dédié aux femmes. Donc, en fait, c'est exactement la même plateforme, le même bateau. C'est juste que le mât et donc les voiles sont un peu plus petites pour s'adapter au gabarit féminin. Mais sinon, c'est tout pareil. C'est exactement la même chose. Et donc, aujourd'hui, faut savoir que la voile, alors 2024 étaient les premiers jeux paritaires, vraiment avec la même proportion d'hommes et femmes depuis l'histoire des Jeux Olympiques. Et nous, en voile, depuis 2016, c'est déjà le cas dans la voile. Depuis 2016, il y a autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes sur la totalité des disciplines qui sont représentées. Donc, on était peut-être un petit peu en avance sur ce sujet-là. Bon, alors, c'est le même support, mais tu l'as dit, la voile et le mât sont un peu plus petits. À quand, pour être encore plus paritaire, des compétitions qui seraient mixtes, comme sur du solitaire, où les femmes, les hommes concourent en même temps? Tu as même des femmes qui sont parfois aussi bonnes que les hommes. Ouais, alors c'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, c'est plus une question de gabarit vraiment et de morphologie. En fait, il y a déjà des supports qui sont mixtes, on a notamment un support double aussi qui s'appelle le 470, le 4.7 pour ceux qui connaissent, qui est un dériveur double mixte. Donc là, il y a un homme, une femme sur le bateau et peu importe leur poste, ils peuvent aller ou aussi bien en barreur qu'en équipier, ou une barreuse et un équipier ou une équipière et un barreur. Donc ça existe déjà. Et pour revenir au 49er, c'est un peu particulier parce que en fait, si on se met à faire un équipage mixte, il va falloir adapter la taille de voile parce qu'en fait, pour être assez clair, hein, un équipage masculin en 49er, ça tourne aux alentours des 160, 170 kilos pour l'équipage. Donc déjà, c'est un peu discriminant pour les femmes. Si on leur mettait exactement la même superficie de voile, voilà, faudrait aller taper assez haut en termes de poids, de gabarit. Et donc, le 49er FX, déjà, est assez exigeant parce que je pense que aujourd'hui, le gabarit idéal, il est quand même aux alentours de 140, 145 kilos pour un équipage féminin. Donc, faut déjà être assez grande, assez costaud. Et donc, pour pas justement faire en sorte que les athlètes, pour faire en sorte que les athlètes restent des athlètes, il faut quand même un peu d'adaptation sur les superficies de voile. Mais voilà, le monde de la voile s'est quand même bien emparé du sujet sur la parité, etc. Et on est ce sport a été assez précurseur sur ce sujet.
Tu m'étonnes. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Alban Dubois, Mm. que j'avais interviewé sur un autre podcast, parce que tu parles de voile, tu parles de Mm. Marseille, tu parles du Pôle France. Donc voilà, un petit coucou à Alban. Est-ce que, restons un peu sur la voile, hein, est-ce que sur la voile, tu disais que tu as fait 2 préparations olympiques, est-ce que comme dans d'autres sports sur l'eau, c'est le bateau que tu qualifies ou c'est vraiment l'équipage? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu peux faire la préparation, gagner une place, mais en fait, c'est pas toi qui va y aller, c'est juste le bateau qui est qualifié. Et donc, ça peut être quelqu'un d'autre si la Fédé décide que ce sera pas toi qui aura le ticket cette fois-ci. Non, alors il y a deux phases dans la qualification aux Jeux Olympiques. Il y a déjà qualifié la nation. Ça, c'est vraiment propre au monde de la voile, c'est-à-dire que généralement sur le championnat du monde 2 ans avant les Jeux Olympiques, eh ben, il faut rentrer dans un classement dans le top 10, je dis n'importe quoi, mais il y a 25 équipages qui sont représentés aux Jeux Olympiques, donc 25 nationalités différentes. Et en fait, sur 2 ou 3 compétitions identifiées, bah, faut qualifier la nation. Et donc ça, peu importe quel équipage français ou quelle équipage française se qualifie la nation, peu importe, c'est vraiment un point de passage pour le pays, sauf quand on a les pays hosts, hein, évidemment. Là, la France, quand on a accueilli les Jeux, évidemment, on a des wildcards partout, sur toutes les disciplines. C'est l'avantage d'être pays host. Mais par exemple, là, pour Los Angeles, sur les prochains Jeux, il va falloir, dans un premier temps, qualifier la nation. Donc, c'est généralement ça se joue entre 2 ans et 1 an et demi avant les Jeux. Et après, là, on rentre dans le système de qualification d'équipage. Et donc, c'est vraiment les personnes, enfin, les athlètes qui sont en lice. Et dans la voile, c'est encore une fois assez particulier par rapport à d'autres sports, c'est qu'il y a un seul représentant qui va aux Jeux Olympiques par série ou un seul équipage. Si c'est un bateau, on est 2 dessus, évidemment. Mais donc, en gros, si on n'est pas le meilleur français, on n'y va pas. Évidemment, c'est pas une sélection qui est mathématique uniquement. C'est aussi, ça fait toujours très débat. On le voit aussi dans le triathlon, hein, quand les sélections tombent, etc. C'est toujours sujet à polémique et à chaque jeu, c'est la même chose, hein, parce que il y a évidemment les performances sur l'année en cours, mais aussi sur l'année d'avant, sur un championnat du monde qui est identifié comme généralement la course phare où il faut performer. Et donc c'est un mix de conditions, on va dire, objectives et à la fois subjectives. Et à la fin, bah, la Fédé doit trancher et doit soumettre après le nom du désigné au CNOSF, puis au CIO. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça peut arriver que, enfin, comme dans tous les sports, ça peut arriver qu'évidemment, il y ait des équipages ou des athlètes qui performent sur les 3 premières années de la APO, de la préparation olympique, et s'écroulent un petit peu sur la 4e année. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Quelqu'un qui a, bon, nous, en l'occurrence, on a en ACRA 17, qui est le support, on va dire, catamaran de la voile sur les Jeux de 2016. On avait un équipage qui, sur les 3 premières années, a gagné les 3 premiers championnats du monde. Donc, c'était un équipage mixte, en l'occurrence, c'est un support mixte, le NACRA 17. Et donc, ils ont vraiment écrasé le circuit pendant 3 ans. Et la 4e année, le barreur s'est un peu blessé, ils ont un peu moins performé. Et on les a quand même envoyés, mais enfin, il y avait un gros sujet de discussion au sein de la Fédé pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quel équipage on envoie, etc. Donc les préparations olympiques, c'est toujours assez dur à encaisser physiquement et mentalement parce qu'évidemment, on peut pendant 3 ans et demi, voire jusqu'à 6 mois avant les Jeux, être le king du circuit et potentiellement s'écrouler sur la fin, et ça peut remettre en question toute la sélection. Donc voilà, on est vraiment sur le haut niveau et ça se passe aussi dans la tête, quoi. Et toi, tu as dit, tu as fait 2 préparations olympiques, J'ai mais fait tu n'as pas fait 2 JO? Non, j'ai pas fait de JO. J'ai pas eu cette chance. Moi, quand je suis arrivé sur le circuit en 49er, donc c'était en 2009, 2010, et donc les prochains Jeux, c'était 2012, ce qui faisait très très tôt pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir devenir numéro un français. On a passé notamment je dirais que de 2010 jusqu'à milieu d'année 2012, sachant que les Jeux Olympiques, c'est l'été, donc c'est la fin du premier semestre. On était vraiment, comme on dit chez nous, en train de ramasser les bouées, c'est-à-dire qu'on était plutôt à la rue sur le classement parce qu'on était en train de faire nos gammes et d'essayer d'apprendre à maîtriser le support, etc. Alors qu'on était tous les deux avec mon barreur
vraiment dans l'élite mondiale du support qu'on pratiquait juste avant. Mon barreur venait de terminer champion du monde en plus sur le bateau qu'on pratiquait juste avant, et on était voilà, il fallait qu'on s'accroche, quoi. On savait que c'était un projet sur du long terme et qu'il fallait s'investir à fond. On naviguait à peu près 300 jours par an, donc il faut quand même se rendre compte. Alors les triathlètes sont très au fait des volumes d'entraînement hyper exigeants, etc. Mais il faut quand même et même du bi-quotidien, voire même 3 disciplines dans la journée. Mais il faut bien comprendre qu'en voile, il y a toute une partie préparation, matériel, etc. qui entre en ligne de compte. Et donc, c'est pas simplement enfiler ses chaussures ou mettre son maillot de bain pour aller faire des heures. Nous, avant de faire des heures, on a aussi beaucoup des heures qui sont pas comptabilisées dans le planning d'entraînement, mais qui sont nécessaires. La préparation de matos, la préparation physique, etc. Et quand on a fait tout ça, on n'est toujours pas allé sur l'eau. Donc, quand je dis 300 jours d'entraînement, c'était 300 jours sur l'eau, plus ce qu'on va rajouter tous les à côté, quoi. Donc, c'était vraiment très, très exigeant. Et donc, en plus, on progresse vraiment. C'est un peu comme tous les sports, mais en fait, on va on va faire une prépa hivernale, par exemple, où on va être dans le dur pendant 4-5 mois et on va récolter les fruits peut-être qu'au début d'été, où d'un coup, on va passer un cap et on va enfin réussir à faire un top 10 sur une manche de Coupe du Monde. Mais voilà, on maîtrise pas vraiment ça. Et donc il faut toujours être vraiment les yeux rivés sur son objectif pour être capable d'encaisser la charge et à chaque fois ne pas avoir cette sensation un peu de dire, bah voilà, on fait des heures, ça paye pas. Voilà, il faut être assez solide dans la tête et surtout avoir son plan et bien le dérouler pour être capable de tenir bon, quoi. Ouais, c'est la même chose dans beaucoup de sports, hein, Mm. mais aussi bien garder l'objectif et surtout quand on parle de long, d'ultra distance. Enfin, tu veux courir un ultra trail, tu commences déjà par courir 10, 15, 20 bornes. C'est pas tout de suite que tu vas monter sur un 170. Et pourtant, ton objectif, il est à 6, 8 mois de Mm. pouvoir finir cette UTMB, quoi. Tu le dis sur la voile, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ça, c'était la première préparation olympique ou c'était la première pré-préparation? Du coup, ça s'est transformé en vraie préparation. Donc nous, on avait notre plan comme si on voulait jouer la qualif sur les Jeux 2012, même si on savait que sur le papier, voilà, on faisait pas partie entre guillemets des candidats. Mais en fait, il se trouve que du coup, sur l'année 2012, on a eu vraiment notre déclic qui est arrivé. Et on a fait une année 2012 qui était notre plus belle année ensemble, où en fait d'un coup on s'est retrouvé à jouer des top 10 sur des coupes du monde. On s'est qualifié sur un championnat du monde où vraiment la Fédé avait mis des quotas très très élevés à atteindre pour réussir à se qualifier. Et en fait, on est passé ric-rac sur une manche de Coupe du Monde. On a réussi à obtenir notre billet et clairement on gênait, hein. La Fédé avait pas prévu d'envoyer autant d'équipages sur le championnat du monde. En gros, ils avaient prévu d'envoyer 4 équipages et nous, on est venu en 5e roue, pas du tout prévu, quoi. Et il se trouve que sur ce championnat du monde qui était à Zadar en Croatie, la qualif allait se jouer là. En fait, c'était, la Fédé fait toujours son possible pour évidemment nous annoncer les courses sur lesquelles la sélection va se faire. Mais nous, après, on doit se cacher un peu vis-à-vis des autres pays parce que si les autres pays savent qu'on est en sélection, il peut y avoir des jeux un peu de la part des autres nations pour dire, bon, ben voilà, si c'est là que ça se joue, on va essayer de faire en sorte que ça soit pas le leader sur le papier qui aille au jeu et plutôt le second couteau pour qu'après aux Jeux Olympiques, ça soit plus simple. Donc, c'est toujours un peu dans le secret que ça se fait, ce genre de choses. Et il se trouve que sur ce championnat du monde, sur la première partie du championnat, on est sur le podium. Et premier équipage français. Et donc, là, tout s'affole un petit peu parce que du coup, on commence à recevoir plein de messages qui nous disent les gars, c'est vous qui allez y aller, c'est votre régate, vous êtes en train de tout casser. Et on a assez vite repris notre place finalement après la première partie de championnat, mais on finit quand même troisième français. Et on se retrouve donc remplaçant
pour les Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire que si jamais il y a de la casse sur le premier équipage, on peut être appelé. Et on peut être appelé de manière en plus personnelle, c'est-à-dire que si l'équipier qui est dans l'équipage sélectionné se blesse, on peut m'appeler, par exemple, moi j'étais équipier, on peut m'appeler uniquement moi pour aller remplacer, pour aller naviguer avec le barreur qui lui était sélectionné. Donc ça c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire des Jeux Olympiques dans la voile où il y a des équipages recomposés qui se retrouvent aux Jeux Olympiques et parfois ça sublime l'équipage et parfois ça évidemment ça fonctionne pas du tout, la mayonnaise prend pas. Et comment ça se passe là? Parce que si, par exemple, là, les Jeux cette année étaient à Paris, donc pour les Français, c'est plus facile, entre guillemets, mais pour Los Angeles, par exemple, est-ce que l'équipage remplaçant part aussi sur place, avec le bateau, évidemment, hein, parce que là, on parle pas de triathlon, hein, on met pas un vélo dans l'avion, on met pas non plus un bateau dans l'avion, donc tout le monde et tout le matos part et est déclenché au besoin, mais si c'est pas la peine, et ben en fait, l'équipage remplaçant était là-bas pour avoir des belles vacances, avec un peu de stress jusqu'à ce que la régate soit terminée. Non, ce qui se passe quand tu es remplaçant, c'est que tu es amené à aller sur le site des Jeux pour t'entraîner sur les mois précédents. Par contre, à un mois de l'épreuve, en gros, tout est figé. Tu n'as plus le droit d'envoyer un remplaçant. C'est-à-dire que si un des équipiers ou une des équipières se blesse dans le mois précédent les Jeux, en gros, c'est tant pis pour la nation, ils n'enverront personne. Mais tu n'as plus le droit parce qu'en fait, nous, il y a aussi un jeu de conditions météorologiques avec des gabarits qui sont plus ou moins performants dans certaines conditions. Et donc, en fait, il ne faut pas tomber dans les travers. Enfin, c'était pour pas tomber dans les travers de, voilà, ils annoncent plutôt un championnat des Jeux Olympiques dans du petit temps, donc du vent faible. On va plutôt envoyer l'équipage qui est performant dans le petit temps et donc jouer un peu sur cet attrait-là. Nous, c'est quelque chose qui rentre beaucoup en ligne de compte, le gabarit et les performances des athlètes dans des conditions météorologiques très différentes. Et donc, la sélection se fait plus ou moins en fonction de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont joués à Marseille. Marseille, en été, c'est un plan d'eau il peut y avoir aussi bien beaucoup de vent que très peu de vent. Ça dépend si le thermique rentre ou pas. Et donc, ils ont décidé d'envoyer un équipage très polyvalent, qui en plus avait gagné le championnat du monde précédemment. Donc, il y avait vraiment aucune discussion. Mais là, par exemple, sur les Jeux Olympiques de Los Angeles, on sait que c'est un ventilateur qui est allumé toute la journée et qui a 25 nœuds de vent toute la journée. Donc, il va falloir un équipage qui soit très performant dans du vent fort. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de la stratégie de la Fédé et des équipages de ne pas être trop typé dans telle ou telle condition. Ou alors, justement, si on est sur un spot où les conditions sont très typées, je prends l'exemple des Jeux Olympiques de Pékin qui sont joués à Beijing. Il se trouve que le plan d'eau, c'était Qingdao pour la voile. Et c'est un plan d'eau où, historiquement, il n'y a jamais de vent. Vraiment, c'était même une hérésie de l'organiser là-bas. Il n'y a vraiment jamais rien. Et en plus, il y a des algues partout. C'était vraiment un plan d'eau qui ne faisait pas rêver. Donc, tous les équipages et tous les athlètes de voile, de toutes séries confondues, ont baissé leur poids, mais vraiment au maximum. Enfin, il y en a vraiment, c'était à la limite dangereux pour la santé. Et il se trouve que la semaine des Jeux Olympiques, les 2 derniers jours, et notamment sur les finales, il y a eu une tempête qui est rentrée avec des vagues énormes, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec des équipages qui n'arrivaient plus à tenir leur bateau à l'endroit tellement ils étaient bas en gabarit. Donc, ça a amené à une situation un peu cocasse, quoi. Ouais. Écoute, je pense qu'on pourrait parler encore des heures de la voile. On est quand même là pour parler d'autres choses. Donc, on va peut-être switcher. Donc, toi, voile de préparation olympique. Et après, tu ranges la voile, les boots, et puis tu passes à autre chose? Ouais, du coup, la deuxième préparation olympique, c'était Rio. Et donc, on se retrouve, à ce moment-là, j'ai un nouvel équipier parce que mon ancien était rentré dans la vie active. Il faut savoir qu'on n'est pas professionnel quand on fait de la voile. J'adore rentrer dans la vie active parce qu'en fait, sportif de haut niveau, c'est pas un job. En tout cas. Et à part t'amuser, quand est-ce que tu trouves un vrai job? Si. C'est un peu ça. On ressent quand même une certaine pression sociale de ce point de vue-là. Non, mais c'est vrai que voilà. Du coup, j'étais avec un autre équipier. On a fait des belles choses, mais on n'a pas pu jouer. On n'a pas obtenu notre place. On a joué la qualif qui était à Clearwater en Floride.
mais on n'a clairement pas été bon sur ce point de vue-là. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter à l'âge de 28 ans ma carrière en voile. Et donc, moi, j'avais déjà un pied dans le monde professionnel classique, on va dire. J'avais déjà un vrai boulot qui était un boulot de commercial dans une régie pub radio. Et j'avais un contrat, un CIP. Certains sportifs de niveau sont assez familiers de ce type de contrat-là, qui permet en fait d'adapter son emploi du temps et de passer, par exemple, qu'un tiers du temps en entreprise et l'autre partie du temps à s'entraîner. Et la différence de, de, de temps passé à s'entraîner est comblée par la fédération, la direction régionale de jeunesse et des sports, etc., pour avoir un salaire, entre guillemets, qui permette de vivre. Et donc, quand moi, j'ai arrêté la voile, j'ai naturellement pris un plein temps dans mon entreprise. Et en fait, je me rappelle très bien du moment où, quand je me suis retrouvé arrêté, c'était la première fois où je me suis retrouvé un week-end de libre depuis l'âge de 6 ans. Donc, et je me suis dit, bah, génial, j'ai rien à faire ce week-end, on va voir ce que ça fait. Je peux aller au resto, je peux sortir, enfin des choses que voilà, qu'avant il fallait prévoir peut-être 3 mois en avance pour retrouver un créneau, quoi. Et le dimanche soir, j'étais en dépression. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, il va falloir, il va falloir combler ce vide. On peut pas passer d'une vie complètement remplie avec un seul et même objectif qui te drive pendant autant d'années à ah ben non, je me laisse porter. Enfin, une vie beaucoup plus légère, etc. En fait, c'était pas du tout ce que je connaissais et je me suis pas du tout retrouvé dans ce modèle-là. Ça veut pas dire que d'autres athlètes sont pas heureux après une fin de carrière, mais en tout cas, moi, je me suis clairement dit qu'il fallait pas que ça continue comme ça. Et je me suis retrouvé à faire une soirée chez un copain qui venait de boucler l'Ironman de Nice. Et qui est un très bon copain, un copain de lycée avec qui je suis toujours en contact, avec qui on fait toujours du sport ensemble, et qui m'a dit, qui m'a un peu taquiné. Alors c'était, je pense, 2 jours après l'Ironman de Nice, donc il était quand même dans un sacré état, et encore un peu avec C'est génial, mais donc affalé sur le canapé en train de nous raconter sa course. Enfin voilà, et du coup, il m'a dit, un peu en me taquinant, parce qu'il sait comment je fonctionne, et c'était en toute bienveillance, mais il m'a dit, mais là, je lui fais part en fait du fait que moi, je m'ennuie et qu'il va falloir que je trouve quelque chose pour m'occuper. Mais il me dit, mais pourquoi tu viens pas faire un vrai sport? Viens faire du triathlon avec moi. donc un vrai boulot, un vrai sport. Bravo. Il me dit, t'es là, t'as navigué sur ton bateau là avec ton bob et tes lunettes là. Maintenant, viens faire un vrai sport. Ouais, spoiler alert, c'est un vrai sport, hein, la voile. Mais du coup, effectivement, c'était complètement différent de ce que je connaissais. Faut savoir que moi, j'avais un gabarit. Quand j'arrête la voile, je fais un peu plus de 90 kilos. Je suis vraiment très développé du haut du corps, parce que c'est vraiment les bras qui travaillent beaucoup. On passe beaucoup de temps en muscu, etc. On ressemble plus à un rugbyman qu'un triathlète, hein, quand on fait du bateau, en tout cas quand on fait du 49er. Et, euh, et donc, du coup, je commence à lui poser des questions et je dis, mais moi, je sais pas nager. Courir, je l'ai fait un petit peu, mais ouais, et en fait, c'est surtout ça, et ça étonne beaucoup de gens quand je dis ça, mais en fait, moi, à partir de l'âge de 6 ans, quand j'ai fait du bateau, j'ai plus jamais mis un pied à la plage, hein. J'étais tout le temps sur un bateau, donc nager, j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin. Et puis, on a un gilet de sauvetage, on va pas se noyer quand on fait du bateau. Et donc, du coup, je commençais à dire, ouais, il faut que j'apprenne à nager. Faire du vélo, déjà, ça commençait un peu à m'attirer. Je ressentais, je me disais que ça pouvait me plaire assez facilement. Et courir, c'est un peu la même chose. Je l'avais un peu fait un moment quand j'étais plus jeune, et ça me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas tenter ce truc-là. Et donc, c'était au mois de juin, parce que je pense que ouais, l'Ironman de Nice, c'était dans ces eaux-là. Et en fait, j'entreprends tout l'été à aller à la piscine municipale, regarder des tutos sur YouTube, savoir comment on apprend à nager, etc. Parce que je me suis dit, je vais m'inscrire en septembre au club à Marseille, donc qui est le club des Sardines, triathlon de Marseille, que je pense que pas mal de monde connaît, parce que c'est un gros club. Et en fait, je me dis, j'ai pas envie d'arriver en septembre sachant absolument pas nager, etc. Il faut quand même que j'ai un minimum de base, voilà, que je sois pas ridicule et que je puisse au moins suivre les séances. Et Et j'en donc, profite d'ailleurs, s'il y a
débutants, entre guillemets, qui nous écoutent, tu as fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, tu as été apprendre à nager tout seul, avec, j'imagine, plein de défauts. Bon, après, tu es sportif de haut niveau, tu as eu une carrière, je pense que tu connais bien ton corps, etc. Donc, quand on te dit tu poses la main, elle glisse doucement dans l'eau, je pense que ça te parle. Tu sens, tu sens déjà l'eau sur ton corps, etc. Mais c'est quand même pas un Non, truc à non, faire. non, mais je te rejoins, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, sur le moment, c'était ce qui était le plus accessible et il fallait bien partir d'un endroit. Mais effectivement, ouais, j'ai assez vite entrepris d'avoir. En fait, le coach qu'on avait au club proposait des séances un peu particulières où justement on était en tout petit groupe, 5-6, le soir très tard, à filmer avec la GoPro, etc. Et donc là, j'ai bien compris que On parle bien de natation là, parce Ouais, que ouais. 7 heures le soir à filmer. Non, non, c'était bien de la natation. Mais voilà, là, j'ai vite vu que mes bras se croisaient à chaque fois que j'allais chercher de pente, etc. Donc, j'aurais progressé beaucoup plus vite. Et effectivement, si j'avais eu un œil extérieur euh, assez de manière, enfin, dès le début, quoi. Et donc voilà, donc j'ai quand même fait mes gammes. J'ai quand même essayé d'apprendre à nager seul dans mon coin. Puis je suis arrivé en septembre. Et puis en fait, je me suis pris complètement à la dynamique du club. J'avais, en tant qu'ancien sportif de niveau, je pense, cette capacité et en tout cas cette volonté de assez vite faire du volume sans avoir l'impression de faire du volume, quoi. Je pense que dès les premières semaines, en septembre, j'étais aux alentours des 20 heures. Euh, et ça me dérangeait pas plus que ça. Et en plus, j'étais surtout galvanisé par le fait que j'étais novice dans 3 sports et qu'à chaque entraînement, je progressais. Et en fait, ça, c'est quand même quelque chose où quand on est athlète de haut niveau dans un sport et qu'on est en maîtrise, etc., on essaie plutôt de maintenir un niveau de performance élevé et de réussir à délivrer ce niveau sur chaque compétition. Mais on a quand même touché à chaque fois du doigt un peu en tout cas, la quintessence de ce qu'on peut faire. Et là, clairement, j'avais tout à apprendre. Et donc, en fait, chaque séance de course à pied, j'allais un peu plus vite. Natation, pareil. Vélo, la même chose. Et en plus de ça, ce qui était décuplé par le fait que j'étais en train de perdre du poids chaque jour, parce que j'étais en train de me rapprocher du gabarit un peu évident du triathlète. Et en faisant ces 3 sports-là, je perdais ma masse musculaire qui était de trop et je me rapprochais d'un poids plus léger. Et donc, moi, je me sentais voler encore, encore dans les disciplines. Et donc voilà, donc j'ai vraiment pris goût. Et chaque année, le club a défini un Ironman qui devient un objectif club. Et donc, j'avais toujours mon pote Lucas qui était là et qui m'avait mis au triathlon et qui m'a dit on va le faire ensemble. Et je lui avais dit écoute, l'an prochain, on fait un Ironman tous les deux, quoi. Et donc, je me suis mis vraiment ça comme objectif en me disant à la fin de l'année, je ferai mon premier Ironman. Et tu as jeté ton dévolu sur lequel? Du coup, c'est pas moi qui ai choisi, mais c'était l'Ironman de Hambourg. Donc voilà, je n'ai pas spécialement réfléchi. Je me suis dit, tout le monde va là-bas, je vais y aller, quoi. Et je m'étais mis un point d'étape avec l'Ironman 70.3 de Aix-en-Provence, qui est à côté de la maison et qui était au mois de mai. Et donc, Hambourg, c'était au mois d'août. Et donc, je me suis dit, c'est bien, ça va faire un petit point d'étape. Et donc, je vais continuer de dérouler et de suivre mon plan. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé l'année à vraiment faire beaucoup, beaucoup de volume. On a quand même beaucoup de séances même quand on est en club de triathlon, beaucoup de séances où on est un peu livré à soi-même. Et moi, vu que je partais très loin, mes séances n'étaient pas franchement structurées, mais en fait, chaque entraînement me faisait quand même progresser. Donc, ça a été quand même une première année où je fais beaucoup de volume, mais je pense que j'aurais pu optimiser bien mieux tout ce que j'ai pu faire. Je faisais beaucoup d'heures en course à pied. Je pense que j'ai couru pendant très, très longtemps à la même vitesse tous les jours. Enfin, chose à ne surtout pas faire. En plus, quand on a tendance à commencer dans un sport, on, je dis souvent qu'en fait, on court tout le temps en seuil, en fait. Quand on commence, on essaye de se mettre à une allure où on a l'impression de forcer, mais il faut quand même tenir un peu. Et en fait, ça correspond à du seuil. Et donc, tu fais du seuil tous les jours. Et là, tu te rends compte que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est ce que C'est j'allais pas dire. du tout ça. Tu avais bien commencé, tu disais que tu Mm, courais toujours à la même allure. Je me suis dit, mm. bon,
je vais te dire que c'est bien, tu n'as pas fait cette erreur que font tous les débutants. On fait tous notre petit tour de 8 d'abord, puis après 9, puis après 10 km, parce que 10 km, c'est quand même un bon milestone. Et puis à partir de là, après, on fait toujours ce 10 km, on essaie de courir de plus en plus vite tous les jours. Et tu finis, effectivement, tu as le goût du sang dans la bouche. Et en fait, tu progresses parce que tu démarres dans ce sport-là, mais à un moment, tu progresses plus du tout. Et même, c'est délétère parce que, en fait, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne, surtout sur de l'endurance, quoi. Exactement. Donc, malgré tout, donc 1 an, tu pars de zéro. Alors, tu as ce passif de sportif de haut niveau. Tu sais quand même gérer les charges d'entraînement et puis tu as fait beaucoup, beaucoup de volume. Et en plus, tu le disais, dans la voile, il y a le temps sur l'eau, puis il y a le temps en dehors de l'eau. Mais toi, tu pars de zéro en septembre dans un club de triathlon et tu arrives en août de l'année d'après, donc 11 mois après, aligné sur ton premier Ironman. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que il y en a beaucoup qui disent ouais, non, mais le triathlon, c'est pas pour moi, machin, je sais pas nager, je sais pas courir, je sais pas faire du vélo. Puis un Ironman, bon. En même temps, tu as aussi tous ceux qui te disent t'as pas fait d'Ironman, t'es pas triathlète, ça c'est autre chose. Mais donc en 11 mois, avec une préparation régulière et propre, je vais dire, pas forcément structurée, mais propre, tu arrives à t'aligner sur ton premier Ironman. Ouais. Après, vu que c'était vraiment un objectif, je me suis pas posé la question de savoir si c'était faisable ou pas. En plus, au club, il y avait, on m'a mis le doute à aucun moment, quoi. Tout le monde m'a dit, bah ouais, dans un an, c'est ok, c'est ok. Et il y en avait plein qui l'avaient fait avant moi, et il y en a plein qui le feront après moi. Il n'y a pas de souci. Je pense que à partir du moment où on se donne les moyens et on fait pas non plus n'importe quoi. Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs qui, entre guillemets, m'ont permis de pas progresser assez vite, mais j'ai pas fait des erreurs qui m'ont amené à la blessure, etc. Donc ça, c'est aussi de par la connaissance que j'ai de mon corps et de toutes les heures d'entraînement que j'ai pu faire auparavant, même si c'était en voile, etc. Je sais quand même, j'avais une connaissance de moi qui était quand même assez profonde. Et surtout, j'ai respecté des paliers. Tu vois, je te disais, j'ai fait un 70.3 avant. Je pensais que c'était nécessaire et obligatoire de faire ça. J'ai fait un marathon sec au mois d'avril. J'ai fait le marathon de Paris en me disant, bah, tu vas faire un Ironman, ça serait bien de courir un marathon avant pour savoir ce que ça fait. Bon, quand le marathon s'est fini, je me suis dit, ça va quand même être compliqué d'enchaîner ça après 180 bornes de vélo et 4 bornes de natation. Mais en fait, c'est quand même pas du tout la même chose. On le sait tous, hein, tous ceux qui ont fait des Ironman sont capables de dire que le ressenti n'est pas le même. Et ne serait-ce que courir 10 ou 15 secondes moins vite au kilo, ça fait une grosse différence. Donc, on finit pas dans le même état. Mais voilà, j'avais mes points de passage. Et je les ai entre guillemets cochés, parce que voilà, le marathon, je m'étais dit, il faut le faire en moins de 4 heures. J'étais passé en moins de 4 heures. 70.3, je me suis dit, il faut se rapprocher des 5 heures. J'étais pas loin des 5 heures. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bon, ça va, ça suit ce que je me suis un peu donné comme objectif. Et donc, ça va le faire. Ça va le faire jusqu'à l'Ironman. Et il se trouve qu'il y a eu un petit rajout dans l'équation à ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai un très bon copain qui m'appelle pour faire un petit pige en fait en voile juste après l'Ironman et qui me dit donc il me prévient quelques mois avant en me disant ouais, il me manque un équipier pour faire notamment le championnat du monde de voile qui aura lieu au Portugal, donc il va falloir s'entraîner, etc. Est-ce que tu es chaud pour le faire? Moi, ça me sortait un peu de ma retraite. Et puis, voilà, comme beaucoup d'athlètes, ça nous arrive surtout beaucoup de faire un petit comeback comme ça pour retâter un peu les sensations et on ne sait jamais voir ce qui se passe. Et donc, j'ai fini les 2-3 mois de préparation à faire à la fois mon entraînement triathlon plus naviguer. Là, clairement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ouais, t'as croisé. Bien croisé. Donc voilà, même si la prépa en voile, elle était quand même assez light, ça m'a quand même bien mis dedans, mais voilà. Donc j'ai quand même et pour la petite histoire, donc j'ai fini mon Ironman, j'ai passé la ligne d'arrivée, le soir même, je sautais dans un avion et j'allais au Portugal le lendemain et j'ai attaqué l'entraînement dès le lendemain, 3 jours avant le championnat du monde pour partir. Donc
j'ai même pas réussi à ce qu'on appelle gréer le bateau, c'est-à-dire le monter. Mon barreur a fait ça tout seul. On a fait une première sortie donc le lendemain de l'Ironman où on fait un bord en ligne droite sans manœuvre et je me retourne vers lui et je dis on va rentrer. Je tenais pas sur mes jambes, enfin, c'était une catastrophe. Et donc voilà, bon, c'était une expérience assez rigolote, donc voilà, donc j'ai suivi mon plan jusqu'à cet Ironman d'Hambourg qui s'est en plus formidablement bien passé. J'ai fait une course pleine, j'ai rempli, j'ai pas craqué en tout cas sur l'allure que je m'étais donnée. Et donc voilà, c'était vraiment une très très belle année de reconversion, on va dire, avec beaucoup beaucoup de plaisir. Et ça donne quoi en termes de temps, juste comme ça, pour marquer le truc? Je mets 11 heures, un peu plus de 11 heures, 11h10, un truc comme ça, je crois. Avec notamment un marathon en 3h52, alors que je venais de faire Paris en 3h48. Et donc, je m'étais dit que voilà, j'avais fait entre le mois d'avril et mon marathon sec et l'Ironman d'Hambourg au mois d'août. Voilà, j'avais plutôt bien bossé. J'étais content de moi en me disant, voilà, j'ai fait une course pleine et j'ai vraiment pris du plaisir jusqu'au bout parce que la machine a tenu jusqu'au bout, quoi. L'histoire ne nous dira pas si tu n'avais pas fait de la voile, si ça aurait été mieux, ou si au contraire, ça t'a permis, alors peut-être pas sur l'aspect physique, mais en tout cas sur l'aspect mental aussi, de te sortir de ton, entre guillemets, quotidien de néo-triathlète et te permettre aussi de te vider la tête et d'arriver là frais comme un gardon, quoi. Et avec cet objectif en tête de je passe la ligne, hop, je pars, je fais autre chose. Bravo, bravo. Bon, de la voile, du triathlon, mais on n'était pas là pour parler que du triathlon. Donc, comment tu passes de l'un à ce qui arrive derrière? Du coup, on va arriver sur le sujet de pourquoi j'ai arrêté le triathlon, qui t'intéressait beaucoup. Non, mais en fait, du coup, je fais cette année-là à pleine. Vraiment, je ressors avec vraiment une sensation de plénitude en me disant c'est génial, je m'éclate dans ce sport. C'est du kiff permanent. En plus, ma chérie, qui est ma femme aujourd'hui et avec qui quand on a un enfant aujourd'hui, faisait aussi du triathlon. Donc, on en faisait ensemble. On arrivait à partager des entraînements et tout. C'était vraiment génial, quoi. On avait chacun nos objectifs et c'était vraiment top. Et l'année suivante, donc la deuxième année de ma pratique, j'étais un peu comme beaucoup de gens, je pense, dans ce truc de maintenant que j'ai fait ça, il faut faire plus dur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dur que l'Ironman et quel Ironman est plus dur que celui que je viens de faire? Parce qu'en bourse, c'était quand même un Ironman assez roulant, pas de difficulté majeure. Et en fait, là, je suis tombé sur l'Halsman, donc qui se déroule à Annecy et qui a la particularité d'avoir sur la partie vélo un beau dénivelé. Alors à l'époque, c'était 4400 sur 180 bornes, 4400 mètres de dénivelé positif sur 180 bornes. Et aussi, en plus, ce petit truc de quand tu arrives sur le marathon, au 26e kilomètre, si tu es sous les 12 heures de course, tu peux accéder à la finish line qui est au sommet du Semnoz, donc te faire un petit trail de 13 bornes et 1300 D+, pour aller sonner, pour aller finir au sommet. Et ceux qui n'y parviennent pas continuent leur marathon autour du lac. Et donc, ça avait ce petit défi en plus. Et avec mon niveau actuel, j'étais pile poil à la limite de pouvoir réussir enfin, en tout cas, avec mon niveau actuel, je ne pouvais pas prétendre à finir au sommet du Semnoz, mais en m'entraînant, du coup, ça me donnait une carotte en me disant, putain, c'est génial, parce que si j'arrive à vraiment bien m'entraîner, je vais peut-être réussir à sonner la cloche, parce que du coup, on sonne la cloche au 25e kilomètre pour pouvoir monter au sommet et donc finir un peu comme le Norseman, black t-shirt. C'était vraiment cette inspiration-là. Et j'avais d'ailleurs essayé de choper un dossard pour le Norseman et j'avais pas réussi. Et pour la petite histoire, même si j'ai raté le triathlon, j'essaye tous les ans. J'essaye tous les ans. Je t'aime bien, Sébastien. Même en ayant arrêté, etc., je me dis, on sait jamais, etc. Mais j'ai l'impression que tous les ans, c'est encore plus difficile d'en avoir un parce que je pense qu'il y a encore plus de candidats. Donc voilà, donc j'ai jamais fait Au bout de partie 15 ans, des élus. Ça aura largement payé ta place. C'est ça. Et donc, c'était voilà, ce nouveau défi, faire l'Halsman qui était au mois de juin. Et donc, je suis reparti dans une saison pleine
en me disant, ben là, vu qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé, ça va beaucoup jouer sur le vélo. Donc, il faut monter d'un cran ton niveau en vélo. Et donc, j'ai beaucoup plus roulé que sur ma première année. Sur la première année, j'avais tendance à beaucoup courir. Enfin, pour quelqu'un de mon niveau, je faisais des semaines entre 60 et 70 km de course à pied. Je courais vraiment tous les jours. Et pour le coup, le vélo, je faisais que le week-end. Enfin, j'avais pas d'home trainer, ni quoi que ce soit. Je faisais 2 sorties le week-end et ça s'arrêtait là. Et là, je me suis dit, bon, bah, la natation, je faisais 5 séances. Je vais rester dans ces eaux-là. Ça va le faire. Par contre, je vais enlever des séances de course à pied et rajouter des séances de vélo. Et donc, j'ai tourné mon entraînement de cette manière-là. Et, et donc, voilà, j'ai essayé de perdre aussi encore un peu plus de poids en me disant, ben voilà, il faut augmenter ton ratio poids-puissance avec le D+ qu'il va y avoir. Donc voilà, j'ai encore une fois déroulé mon plan là-dessus. Euh, En étant autonome. Enfin, pour le coup, j'ai fait ma prépa seul dans mon coin. C'était même au sein du club, l'Alsman n'était pas encore très connu. Enfin, aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus, mais c'était une course qui était un peu nouvelle. Et donc, il n'y a pas grand monde qui connaissait cette épreuve-là. Et puis, il se trouve que bah, voilà, l'histoire est très, très belle. Ça reste aujourd'hui d'un de mes plus beaux souvenirs sportifs, tout confondu, voile, triathlon, ultracyclisme, parce que j'ai eu droit à une finish line. En fait, je fais le dernier top finisher. Donc, je suis le dernier à sonner la cloche et à arriver au sommet du Semnoz. Et j'ai été allé avec on a une grosse bande de copains avec ma femme qui nous suit tout le temps sur les défis sportifs. Et on était donc au sommet du Semnoz avec une vingtaine de mes potes qui étaient là et j'ai eu droit à une finish line incroyable. Génial. Donc voilà. Donc ça reste aujourd'hui vraiment un super souvenir. Ouais, tout ça ne nous dit pas pourquoi Ouais. sur un de tes posts, tu dis Ah, non, non, le triathlon, c'est pas pour moi. Après, on aura noté que tu t'inscris quand même à chaque fois pour le Norseman. ouais, c'est toujours un peu la course qui fait rêver. Donc on sait jamais. Mais oui, pour revenir à pourquoi j'ai arrêté, bah, du coup, donc je fais cette deuxième année avec l'Alsman. Je réenchaîne le mois d'après, plein d'endorphines en me disant, bah, il y a l'Embrunman, j'ai fait une grosse prépa, ça serait dommage de ne pas y aller. Donc je fais l'Embrunman juste après, Joli. en surfant sur la prépa de l'Alsman toute l'année. Ça se passe aussi très bien, etc. Je me régale. C'est une très belle course aussi, différente, mais très belle également. Et l'année suivante, bah là, j'ai un peu moins d'objectifs. Je vois aussi que je plafonne en termes de niveau, malgré mes entre 20 et 25 heures d'entraînement semaine. Enfin, voilà, je commence à plus réussir à grappiller de temps et je trouvais du coup beaucoup moins de motivation à m'entraîner 25 heures semaine pour aller chercher quelques minutes sur un Ironman. Alors, il y avait certainement beaucoup mieux à faire avec une prépa très spécifique, etc. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour d'avoir atteint un espèce de plafond de verre et d'avoir fait le tour de la discipline. Et donc, je fais quand même l'Ironman, je fais quand même encore 2 Ironman cette année-là. Je fais Francfort et je fais encore 2,73. Je m'amuse bien et tout ça, mais le plaisir est redescendu un petit peu d'un cran. Euh, parce que voilà, je vois plus vraiment de perspective dans ce sport-là. Et ben, on arrive au Covid, où là, en fait, on se retrouve enfermé à la maison. Euh, et c'est à ce moment-là que l'ultracyclisme rentre dans mon champ de vision. Je commence à voir passer des courses qui font 700 km. Là, en l'occurrence, la première que je vois, c'était le Bakiman Corsica. 700 km prévu au mois d'avril. Là, non, prévu au mois de mai, pardon. Là, on est confiné. On est au mois de mars à la maison et j'ai un de mes très bons potes, Damien, avec qui je faisais déjà du triathlon et qui commençait lui aussi à s'intéresser à l'ultracyclisme, qui me dit, ah, ça serait bien qu'on fasse ça. T'as vu, c'est le Tour de la Corse en non-stop et tout, ça peut être rigolo. Et on avait déjà commencé à faire des premières sorties au mois de janvier où on allait faire on habitait Marseille, donc on partait de Marseille, on allait dans le Var ou proche de la Côte d'Azur, on faisait des 200, 300 bornes, comme ça, histoire de voir ce que ça donnait, quoi, d'aller au-delà de la distance Ironman. Et en fait, on s'éclatait, quoi. On s'éclatait vraiment, c'était du kiff total. Le paysage changeait tout le temps. Enfin, vraiment, il y a un vrai coup de cœur
sur la longue distance à vélo. Et donc, en fait, je me prépare tout le confinement avec pour objectif de me dire, bon, là, on n'avait pas vraiment de vision sur quand est-ce qu'on allait pouvoir ressortir. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, ben, la course est au mois de mai quand même. J'espère qu'au mois de mai, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et donc, je fais une prépa. Et moi, en l'occurrence, à ce moment-là, dans mon boulot, je me retrouve un vrai chômage partiel, c'est-à-dire qu'on avait plus rien, enfin, j'avais plus rien à faire, quoi. J'étais vraiment enfermé à la maison, j'avais plus de boulot, quoi. Je savais que j'allais récupérer à la sortie, mais en tout cas, à ce moment-là, on n'avait plus de boulot. Et donc, j'avais les journées complètement libres. Et donc, ce que je faisais, c'est que je me servais de notre heure de permission de sortie pour aller quand même courir. Et je faisais après entre 600 et ouais, entre 400 les petites semaines et 600 km de home trainer dans la semaine. Et j'avais un espèce de surtout j'ai cassé beaucoup de cassettes, j'ai pas mal abîmé mon vélo. 600 bornes de home trainer, mais ta femme, elle devait devenir folle, non? Bah, elle faisait pareil. Alors, on avait la chance d'avoir 2 home trainers. On était là comme des tarés sur la terrasse. Je pense que les voisins ils devaient halluciner à nous regarder faire. Mais du coup, moi, j'avais vraiment un planning dans la journée où le matin, je me levais, j'allais courir à jeun, je faisais mon petit déj, je passais 2 heures sur le home trainer, on remangeait le midi, petite sieste, et puis on repassait sur le home trainer, et après, planking challenge le soir, quoi. Et en fait, c'était ça pendant tout le confinement jusqu'au 11 mai. Je me rappelle très bien du 11 mai. Premier jour où on est déconfiné, et là, je prends mon vélo et j'avais déjà mes premières sacoches, j'avais déjà acheté l'équipement entre guillemets pour être prêt pour la course. Et j'avais m'étais prévu un 200 bornes avec pas mal de dénivelé dans le coin. Et ce premier jour de déconfinement où on a droit de sortir, etc., j'avais pas encore repris le boulot. J'allais reprendre le lendemain. On allait reprendre partiellement 3 jours par semaine le boulot. Et en fait, il y a un orage de fou. Il pleut à torrent. Enfin, c'est vraiment les conditions. Jamais tu sors. Et moi, je me dis, mais jamais de la vie, je ne sors pas. Là j'ai qu'une seule envie, c'est vraiment d'aller tester dehors ce que ça donne avec mes nouvelles jambes, etc. Parce que du coup, j'avais vraiment un peu changé de morphologie, quoi. J'avais pris une taille de centimètres de cuisse et j'avais réussi à tenir, tenir mon poids idéal. Et je me fais une sortie de 170 bornes, vraiment où je suis sous la flotte et je fais que rigoler, quoi. Je suis content d'être là, je me régale. Je crève 3 fois parce qu'évidemment la route était dégueulasse et voilà. Mais je fais ma sortie et c'est du kiff total. Et il se trouve que la course donc s'annule parce qu'évidemment comme beaucoup de courses à ce moment-là, ils ne réussissent pas à avoir les autorisations pour maintenir la course. Et il y a une seule course qui passe un peu à travers les mailles du filet l'été qui va suivre, au mois d'août, la Race Cross France, qui était aussi une course ultra-distance, qui propose plusieurs distances. Et moi, en l'occurrence, je m'étais inscrit sur le 1000 km en me disant, voilà, j'avais prévu de faire 800 en Corse, là c'est 1000, on n'est plus à 200 près. Ils sont dénivelés, droit. Voilà, le parcours était magnifique. On partait pour le coup du sud vers le nord à ce moment-là et le 1000 km traversait tous les Alpes et le Vercors puis les Alpes. Donc c'était vraiment magnifique. Donc 1000 km et 20 000 mètres de dénivelé positif. Et cette course est maintenue. En fait, on est pile dans la fenêtre où au mois d'août, tout le gouvernement se dit un peu, allez, on réouvre toutes les barrières. Et je crois qu'un mois après, on repartait de nouveau en couvre-feu. Enfin, c'était la cata. Et donc, c'est vraiment la seule course qui a réussi à être maintenue. Et donc, je mets 3 jours et 10 heures pour faire ces 1000 km. Et là, c'est la révélation. Mais alors, c'est encore plus que le triathlon. Là, je finis la course avec cette sensation. Alors, j'ai passé que 3 jours dehors, mais avec vraiment la sensation de dire, mais en fait, j'ai l'impression d'être parti un mois. J'ai vécu des choses incroyables. Je suis passé par tous les états. J'ai failli abandonner dès le 300e kilomètre en ayant fait plein d'erreurs sur la nutrition. Et là, je me dis, voilà, je crois que j'ai vraiment trouvé mon sport, quoi. Et donc là a commencé l'histoire de l'ultracyclisme. Excellent. Et donc ça, c'est là que commence l'histoire. Et du coup, depuis 2020, qu'est-ce qui se passe?
t'as arrêté, tu t'es pas arrêté, t'en as remis encore plus. T'en es où? Déjà, du coup, en 2020, au moment où je fais la course, savoir que ma femme est enceinte. Donc, on va avoir notre premier enfant. On a tous les deux, du coup, un peu accroché. Enfin, elle avait commencé aussi à faire un peu de longue distance, etc. Et elle avait pris Bah, tu entre m'étonnes, elle guillemets, fait 50 de home trainer par semaine pendant dans un mois et demi de confinement. Elle a dû aimer ça, ouais. Ouais, et puis surtout ce truc de juste avant, même on avait fait nos premières vacances en 2019, on avait fait une semaine de bikepacking, on avait fait la Vélodyssée, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une trace, c'est une véloroute en fait qui part de Roscoff et qui va à Hendaye, donc qui fait toute la face atlantique de la France. Et déjà, on avait eu une première petite révélation à ce moment-là en disant, putain, c'était nos meilleures vacances, on s'est régalé, on faisait entre 90 et 140 bandes par jour, et après on dormait en chambre d'hôte le soir, un peu quand même en mode confort. Mais du coup, déjà à ce moment-là, on s'était dit, c'est quand même cool. On avait pris goût, quoi. Et donc là, ma femme est enceinte, c'est en 2020, au moment où je finis la course. Et je me dis quand même que moi, maintenant, je vais vraiment être focus sur ce genre d'épreuves. Et le circuit commence à structurer, commence à avoir de plus en plus d'épreuves qui sortent un peu. Et ce qui permet aussi d'en faire assez tôt dans l'année, au printemps, il commence à y avoir les premières épreuves. Et en même temps, je deviens papa. Et là, quand même, ça rebat un peu les cartes parce que voilà, au niveau du sommeil, c'est pas ça. D'ailleurs, Oh, le mec, il a fait 3 jours dehors pendant la rafle. Euh, il n'a pas dormi, il était sur le vélo. Tu vas pas me dire que quelques nuits en pointillé avec un enfant, non, non, c'était si difficile. c'est une petite différence quand c'est choisi ou pas, quand même. Et c'est pas tous les jours. On n'a pas toujours envie d'être dans une course et de se dépasser sur le sommeil. Donc là, c'était quand même assez particulier. En plus, nous, vraiment, enfin, pour le coup, j'allais dire, il dormait vraiment pas beaucoup, mais il dort toujours pas beaucoup. Alors, si ça peut te rassurer, moi, mon grand, il a 27 hein, et le dernier, il en a 5. Si ça peut te rassurer, ça se calme vers 17-18 ans, à peu près. Ah, super, super. Eh ben, écoute, il en a 5, donc j'ai encore quelques années, j'ai encore quelques années compliquées à tirer. Non, mais donc voilà, donc c'était assez compliqué, mais j'essayais quand même. Au début, j'ai vraiment tiré sur la machine un peu n'importe comment. On faisait des nuits, on dormait 3 heures dans la nuit, et j'avais prévu d'aller rouler à 6 heures du mat, et je partais quand même à 6 heures, les yeux collés, avec la barre au front. Enfin, c'était une catastrophe. Donc j'ai assez vite compris qu'il fallait revoir un peu le plan, et faire preuve vraiment de souplesse, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Enfin, quand je faisais même du triathlon, la voile, j'en parle même pas, mais quand je faisais du triathlon, même si c'était totalement amateur, si j'avais ma séance à 6 heures du mat, aucune raison de la rater, quoi. Enfin, j'y étais toujours. Là, je me suis dit Ça que, passe souvent les cartes quand même, hein. ouais, là, je me suis dit que malgré tout, c'est plus délétère que d'y aller alors que tu n'as pas dormi. Enfin, tu vas pas progresser, ça n'a aucun intérêt. Donc je me suis j'ai quand même adapté le plan vis-à-vis de mon fils, et surtout sur les premières années. Mais du coup, j'avais toujours euh, entre 1 et 3 épreuves auxquelles je participais par an. Donc généralement des épreuves entre 1000 et 2000 km. Et j'ai commencé à faire ma première Race Cross France 2500 km en 2021. Bah ouais, de suite l'année d'après. 2021, je fais mon premier 2500 km. Donc là, c'est encore une autre dimension, hein, parce qu'entre une course qui fait 1000 bornes, qui dure 3 jours, là, on parle d'une semaine de course. Donc c'est assez particulier quand même de prendre le départ de la course et de dire, waouh, dans une semaine, je serai encore sur mon vélo. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez atypique. Et donc, pour le coup, je crois que je mets un peu plus de 8 jours et 2 heures ou 3 heures sur cette Race Cross France. Et là, je tombe encore plus dedans, quoi. Je me dis, waouh, mais c'était juste incroyable. J'ai traversé la France. En plus, là, c'était vraiment une grosse diagonale. À ce moment-là, je suis parti de Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, et l'arrivée était au Touquet. Donc là, c'était vraiment une énorme diagonale en traversant en plus tous les Alpes, avec tous les cols mythiques.
un passage à l'Iseran à 3000 mètres d'altitude à 2 heures du matin, enfin des choses incroyables, quoi, vraiment. Et en plus, on parle d'une époque où la discipline n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On est en vraie phase de développement de la discipline, mais là, on était une soixantaine au départ, répartis sur 2500 km. Enfin, en gros, on était capable de faire 30 heures sans voir personne. Ouais. Donc, donc vraiment particulier. Aujourd'hui, il y a un peu plus de densité. Mais donc voilà, donc je tombe complètement dedans et aujourd'hui, aujourd'hui voilà, c'est clairement ma discipline. Je fais de l'ultracyclisme, je continue de courir à côté parce que j'ai une croyance très forte, c'est que la course à pied est nécessaire pour la densité osseuse et les impacts que ça génère, etc. Je fais aussi pas mal de trail à côté, mais pour moi, je me sens beaucoup mieux en faisant beaucoup de vélo et de la course à pied plutôt que du vélo. Et puis n'oublions pas que peut-être un jour tu auras un ticket, donc il faut quand même garder un pied dans la course à pied pour le lancer. Ouais. Et puis surtout, la course à pied, ça reste le sport où quand j'ai arrêté la voile, alors déjà, c'était le plus accessible des 3 sports quand j'ai commencé le triathlon, mais j'ai tout de suite pris du plaisir. Vraiment, à pied, tout de suite, je me suis dit, même en faisant des petits tours de 8G bornes, je me suis tout de suite senti bien dans ce sport-là. Donc, ça reste une pratique que je suis pas prêt à abandonner. Quoi qu'il arrive, je courrai toujours. Excellent. Et aujourd'hui, tes entraînements, ça ressemble à quoi? Alors aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours entre midi et 2, à vélo ou à pied. Donc j'ai mes séances entre midi et 14 heures. Et j'ai rien le matin, j'ai rien le soir, parce que je veux profiter à fond de la famille et je veux absolument pas. En plus, ma femme n'a pas l'opportunité de s'entraîner entre midi et 2. Et donc, elle a un créneau à prendre ou le soir ou le matin. Et donc, je veux pas qu'on empiète. Je veux qu'on ait chacun l'opportunité de préparer nos projets. Donc c'est le deal entre nous. Et donc, en semaine, je m'entraîne uniquement entre midi et 2. Et après le week-end, on avait jusqu'à maintenant, jusqu'à avant que j'ai ce fameux projet dont on va parler, je pense, très rapidement, mais jusqu'à avant ce fameux projet, on avait une organisation où en fait, on se donnait chacun un week-end pour s'entraîner et pour faire de la longue distance, pour que chacun ait son espace et son moment pour se préparer. Donc aujourd'hui, ça représente en termes de volume horaire, je suis redescendu assez bas par rapport à du triathlon et par rapport au fait que je suis parent et qu'il y a d'autres contraintes, mais je fais généralement des semaines de 14-15 heures. Et quand il y a des très longues sorties, le week-end, ça peut monter à 20 heures, mais c'est biaisé par les sorties vélo qui sont du volume un peu facile, quoi. Bah, ce sont les mots de Vincent Louis. Je me rappellerai toujours le moment où il a dit bah ouais, quand on fait 30 heures d'entraînement semaine, si tu cales 600 bornes de vélo, c'est pas la même chose que si tu cales 25 bornes de natation, quoi. Donc effectivement, le vélo, c'est quand même du volume horaire qui se fait plus facilement. Ouais, le problème, c'est que le temps que tu passes sur le vélo, tu peux pas le transposer sur la course à pied, par exemple. Enfin, quand tu as besoin de travailler, surtout sur du entre guillemets long, à partir de 100-150 bornes, tu as besoin de faire 3-4 heures sur le vélo. Tu peux pas faire 3-4 heures sur la course à pied, à moins que tu fasses de l'ultra-distance en course à pied, quoi. Donc, tu as aussi un ratio qui est pas le même dans la transposition sur chaque effort. Et en natation, c'est pareil. Tu vas pas faire 4 heures dans le bassin. Enfin, tu peux, C'est clair. mais pas dit que tu repartes le lendemain. Et donc, tout ça, ça t'amène à ton fameux projet. Vas-y, c'est le moment d'en parler, hein. Après 1 heure et demie d'introduction. C'est clair, on l'a bien amené là, c'est du beau teasing. Non, du coup, en fait, clairement, sur l'ultra distance à vélo, donc c'est une discipline que j'adore et sur laquelle j'ai vraiment envie de continuer. Mais je reste un simple amateur qui participe à des courses ultra distance à vélo. Et donc, je suis aussi un compétiteur et j'ai aussi envie je m'y retrouve que parce qu'il y a des personnes autour aussi. Et j'adore le voyage à vélo, mais j'ai aussi envie de me dépasser et les gens qui sont autour de moi me poussent à me dépasser. Et je fais partie de ces personnes qui sont pas spécialement douées dans le vélo, qui n'ont pas forcément spécialement un métabolisme, enfin en tout cas un terrain vraiment propice à performer dans le vélo.
Et donc, je me suis dit, ben voilà, la Race Cross France, donc, c'est une course que je fais chaque année, du coup, depuis 2020. J'ai fait un peu toutes les distances. On a fait beaucoup de courses. On l'a fait, on l'a fait 2 fois en double avec ma femme aussi, sur une 300 pour la première et sur une 1000 km. Ah, ça marche comment en Et double sur la RAF? C'est-à-dire que chacun son vélo ou vous êtes en tandem? alors, tu peux le faire en tandem si tu veux. Je crois je crois qu'il y a eu un tandem cette année, notamment avec une personne handicapée. Mmh. Vraiment un super projet. Mais ouais, en fait, en double, c'est le seul moment où tu as la possibilité de faire du drafting. Parce qu'en fait, en ultracyclisme, il faut le rappeler, mais du coup, on est vraiment seul à l'épreuve et on a absolument une totale interdiction d'être aidé, épaulé. C'est vraiment en full autonomie. Donc, faut être autonome sur ses ravitaillements, il faut être autonome sur la manière dont on affronte la distance et on n'a pas le droit de se mettre dans la roue de quelqu'un, quoi. C'est Par contre, tu as le droit vraiment. de t'arrêter à la boulangerie et t'acheter à bouffer si tu Tu as le veux. droit de t'arrêter à la boulangerie parce qu'en fait, tout le monde peut le faire. Donc, en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose dont tous les participants et les participantes ont accès, c'est OK. Mais tu n'as pas le droit d'arriver à un endroit parce que tu traverses une ville où tu connais quelqu'un, s'il n'a pas le droit de te tendre une part de pizza, quoi. Ouais. Ça c'est interdit. Par contre, t'arrêter à la supérette, t'arrêter dans une boulange, il y a aucun souci. Euh, donc du coup, Donc le pro. les duos, c'est le seul moment, où tu peux drafter. Bon après Hmm. quand c'est du duo mixte en plus, j'imagine bien que ta femme devait pas souvent être devant? Ouais, ouais. Après, elle est quand même assez solide. Je pense que elle, pour le coup, elle a plus de. Elle a pas forcément envie de s'entraîner 20 heures dans la semaine parce elle a d'autres passions que moi je n'ai pas et donc elle a vraiment plus envie de répartir son temps sur d'autres sujets mais je pense qu'elle a des grosses capacités, vraiment des très très grosses capacités et d'ailleurs sur notre premier 300 km dans la tête, c'est elle qui a tenu le lead vraiment sur le duo jusqu'à la fin parce que moi au bout d'un moment j'ai vrillé. À un moment on est passé on a eu une route qui était fermée, ben justement parce que c'était l'Ironman de Nice. Et en l'occurrence, la ville de Nice s'était un peu plantée et n'avait pas capté qu'à un moment, on passait au même endroit que le parcours de l'Ironman. Et donc, c'était fermé. Donc, on a dû faire un détour qui nous a rajouté que 15 bornes. Mais en fait, 15 bornes, quand tu es déjà au bout, faut imaginer ce que ça a comme effet sur le mental. Et moi, à ce moment-là, j'ai vrillé et c'est elle qui est clairement heureusement qu'elle était là parce que je pense que moi, j'étais à deux doigts de bâcher à ce moment-là. Donc, non, non, en double, c'est vraiment évidemment, j'essaie de l'aider au maximum parce que moi, je passe plus de temps à m'entraîner et donc j'ai peut-être un tout petit peu plus de facilité, mais elle joue clairement son rôle à chaque fois. Enfin, on essaie de se dès qu'il y en a un qui est moins bien, c'est elle qui prend le relais. C'est la beauté Ouais. du mixte, ou du Ouais, double, ou en swimrun, du duo quoi, du mm, binôme. tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, ouais, donc le projet cette année, c'était de me dire, enfin cette année, il y a un an, je me dis, voilà, enfin cette course, la Race Cross France, j'ai quand même une histoire avec cette course parce que ben, c'est vraiment cette épreuve qui m'a fait découvrir la discipline et je me vois pas ne pas la faire. Je me sens, j'ai envie de la faire chaque année, quoi. Et donc, je le fais avec une certaine rigueur. Je m'entraîne avec une certaine rigueur. Je le fais en essayant de faire du mieux possible. Euh, mais, euh, mais j'aimerais voir, en fait, si je suis capable de vraiment performer sur cette épreuve-là. Et performer, qu'est-ce que ça veut dire pour dresser un peu le portrait de mon niveau. Moi, je suis quelqu'un qui finit souvent dans le premier tiers, voilà, de la course. Mon meilleur classement sur la 2500 km, c'était en 2023. Je fais 21 ou 22e, je ne sais plus, sur 150 personnes. Mais devant, c'est très, très loin. Il faut savoir que voilà, le premier va boucler la course en un peu moins de 6 jours. Et moi, j'avais mis 7 jours et 10 heures. Donc, il y a quand même beaucoup de temps à aller chercher. J'ai quand même une grosse capacité à pas dormir. Ça, c'est, on va dire, un peu le truc que j'ai
que j'ai de manière intrinsèque chez moi et que j'ai beaucoup travaillé quand je me suis mis à l'ultra-distance. En fait, je me suis très, très vite challengé sur le non-sommeil, essayer de rouler longtemps, etc. Vu que je n'étais pas capable de rouler vite, je me suis dit, bah, tu ne roules pas vite, il va falloir rouler longtemps et jouer sur les temps d'arrêt. Bon, il se Bah, trouve ton que cycle t'a bien aidé là-dessus, du coup. du coup, ouais, il m'a pas mal aidé sur la préparation. Donc voilà, mais je me suis dit voilà qu'il fallait jouer là-dessus et surtout on s'est dit pendant longtemps qu'en ultra distance en fait ceux qui dormaient pas avaient plus de gains à aller chercher que dormir et après devoir rouler beaucoup plus vite. Maintenant on revient beaucoup plus en arrière Pour en sur reparler, ce c'est comme point-là. dans l'ultra trail, hein, ceux qui dorment pas vont plus vite, ouais, sauf que des fois, une petite sieste de 10 minutes et tu repars, quoi. Ouais, ouais, alors les siestes, de toute façon, ça fait partie de la discipline, mais là, on parle quand même d'une épreuve où tu es sur, allez, même pour le premier, tu es sur 5 jours d'épreuve, donc tu ne peux pas ne pas dormir du tout. Enfin, tu vois, tu es obligé d'adapter quand même. Tu peux pas faire 5 jours, 5 nuits blanches, ça fonctionne pas. Mais Il y en a qui ont essayé, mais bon, ils étaient ouh! à bout d'un moment, ça veut plus. Hein. Ouais. Quand le corps a décidé de dire stop, il dit stop. Mais non, donc au début, j'étais plutôt de ceux qui essaient de dormir le moins possible et de rouler le plus longtemps possible. Et surtout, j'avais, de par mon niveau, en fait, je voyais bien que même quand je dormais un peu plus, bah, j'allais pas beaucoup plus vite et donc c'était pas intéressant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a un peu un retour en arrière, même de la part des leaders là-dessus. On voit bien que ceux qui dorment même 3 heures dans une nuit, ils sont capables de retrouver un peu de vitesse dans la journée. Et donc c'est en train, la tendance est plutôt en train de s'inverser. Et en plus, c'est un peu plus sain, faut le dire, pour le corps quand même, et pour la longévité. Et donc, je me suis dit, voilà, et l'an dernier, je me suis dit, il faut que j'ai envie de mettre en place un projet où je pousse tous les curseurs à fond, la préparation, la nutrition, le matériel, l'accompagnement de manière globale, et voir ce que ça donne. Donc j'ai commencé un peu seul dans mon coin l'an dernier à faire déjà des plans beaucoup plus spécifiques que ce que je faisais avant. Avant, j'avais plutôt tendance à faire des heures dans la semaine, à beaucoup rouler et à me forcer au moins à faire ce qu'on appelle un week-end shock en trail, mais la même chose en vélo, donc c'est-à-dire partir en vélo le vendredi soir et rentrer le dimanche soir. Par contre, derrière, ça implique de devoir récupérer pendant 3-4 jours. Et même la semaine qui suit, on n'est pas performant, on n'est pas capable de faire d'entraînement spécifique, etc. Donc là, je me suis fait accompagner par un coach, en personne de Loïc Lepout, qui est un ancien élite à vélo et qui fait aussi de l'ultra-distance et que j'ai rencontré sur une Race Cross France. Et qui là fait tout mon plan d'entraînement de manière au quotidien. Je reçois toutes mes séances sur la plateforme Nolio. Les athlètes connaissent très bien. Et, j'ai une nutritionniste, et j'ai cherché des partenaires nutrition, des partenaires textiles, etc. pour essayer de m'accompagner, de monter ce projet et avec comme objectif affiché d'essayer de remporter la prochaine Race Across France en 2026. Alors la remporter, ça veut, enfin, sur le papier, c'est très sexy, mais en fait, c'est un peu viser la lune pour toucher les étoiles, quoi. C'est essayer de me dire, ben voilà, je mets tout ce que j'ai, je me mets à fond dans le projet. Maintenant, on verra où ça mène, mais en tout cas, je veux passer la ligne d'arrivée et pas simplement me retrouver au départ en disant j'ai fait tout ce que je pouvais, mais vraiment être aussi dans l'exécution de tout ce que je veux faire. Donc, passer la ligne d'arrivée en me disant, voilà, là, tu es allé au bout. Tu es allé au bout de vraiment tout ce que tu pouvais faire et je veux être fier de moi à ce moment-là. Ouais, tu veux pas juste faire une 3e prépa olympique, tu veux, Ouais. être, l'équipage qui est sélectionné pour y aller, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Même, en fait, même si je suis pas sélectionné, c'est pas ça, encore une fois, la finalité. C'est si je suis pas sélectionné, mais que je suis allé à 100% de mes capacités, bah, c'est le jeu, quoi. C'est le Ouais. jeu. Mais par contre, j'ai tout poussé, quoi. Je suis allé vraiment au fond de ce que je pouvais, à fond de ce que je pouvais délivrer. Et là, c'est un peu la même chose. J'ai cru il y a 2 ans, quand je faisais, je préparais encore un ultra à vélo, j'ai cru que j'avais touché un plafond de verre, que je pouvais pas aller plus loin en termes de niveau, etc.
Et là, j'ai voulu savoir si ce plafond de verre, je pouvais le faire un peu sauter. Et l'année dernière, sur la Race Cross France, j'ai fait la 1000 km. Ça faisait partie de ma préparation. Je suis allé, j'ai gagné une dizaine d'heures sur mon meilleur chrono sur une distance de 1000 km avec le même dénivelé. Donc, j'ai vu que je pouvais encore progresser. Et donc là, le but, c'est grâce à mon coach d'essayer de voir si je peux aller chercher encore plus loin et si ce plafond de verre qui a été très dur à faire sauter, je peux faire sauter le prochain, quoi. Et l'équipe, la team que tu as montée, tout le monde se parle ou c'est chacun fait son job et après, toi, tu tries ou tu essayes de mettre tout ça en musique? Alors, non, c'est plutôt en silo, mais parce que les besoins sont assez différents et surtout le coach que j'ai est connaît très bien l'ultracyclisme, donc en fait il a aussi j'aurais pu le prendre uniquement lui sur les compétences nutritionnelles, etc. Il sait beaucoup de choses, mais là je suis plus allé chercher vraiment des détails assez fins. Par exemple, la nutritionniste auquel j'ai fait appel, c'est vraiment pas pour m'aider au quotidien, mais pour m'aider sur la stratégie d'alimentation pendant la course, qui est encore un sujet qui est assez nébuleux. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. On sait très bien comment s'alimenter au quotidien pour être performant et pour enchaîner les séances, etc. On a assez de matière pour savoir ce qu'il faut faire. Par contre, quand tu te retrouves sur la 3e jour de course, 2e nuit blanche, il est 6 heures du matin, tu arrives devant une boulangerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Taper une grosse part de flan ou aller chercher un sandwich au poulet? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, moi, c'est plutôt là-dessus où j'ai envie, encore une fois, d'aller explorer et de savoir vraiment ce qui est pas le mieux à faire, mais le moins pire. Parce qu'en fait, sur une course comme ça, on perd, qu'on le veuille ou non, du poids. Enfin, sur une course de 5 jours, on perd, en tout cas, moi, je perds entre 6 et 8 kilos. On perd beaucoup de muscles, parce que évidemment, c'est ça que le corps va chercher en premier, après avoir fait du gras, enlever le gras. Et il n'y en a pas beaucoup normalement au départ de la course, donc il va taper assez vite dans le muscle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que justement, tu arrives à perdre le moins de watts possible tout au long des jours qui passent, quoi. Ouais. Et du coup, tu travailles pas mal là-dessus. Et une fois que tu auras fini la RAF, tu pourras nous en dire plus. On refera un Exactement, épisode et puis là, on débriefera et tu nous raconteras si ça a marché ou pas. exactement, exactement. J'espère qu'on en saura un peu plus, mais voilà, ce qui est assez excitant, c'est qu'on est au début de l'histoire, on est au début de la discipline, et voilà, au début, il y avait plein de stratégies très diverses qui existaient. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de voie qui se dessine, mais elle est encore très floue, et c'est passionnant. C'est passionnant. Et du coup, toi, au quotidien, maintenant, ton entraînement, tu l'as dit, tu roules tous les jours entre midi et 2, plus un week-end sur 2 que tu te partages avec madame, où là, tu vas faire du plus long. Mais au-delà de ça, tu as un vrai job, tu as un vrai enfant, tu as une vraie épouse qui est sportive aussi. Donc, bon, ça va, ça compense. Mais pour aller au bout de ce projet-là, tu n'as pas besoin que de t'entraîner, tu as aussi besoin d'autres ressources. Et c'est quoi? Tu vas aller chercher où? Tu fais comment? Comment on peut t'aider? Alors déjà, la première chose, c'est Karen, ma femme, qui me permet déjà d'accomplir ce projet, parce que quand j'ai lancé ce projet, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était évidemment elle, parce qu'il fallait qu'elle soit d'accord, il fallait qu'elle me valide ce projet-là, parce que ça demandait aussi. Alors là, l'accélération s'est vraiment faite cette année. La première année, elle était, on va dire, assez classique et indolore pour le couple. Là, c'est un peu moins le cas, parce que du coup, il n'y a pas un week-end où je vais pas rouler. Donc, il y a déjà un investissement de sa part qui est beaucoup plus important sur les 6 derniers mois de la préparation. Donc déjà, ça, c'était la première chose. Donc heureusement, j'ai beaucoup de chance de partager ma vie avec elle, et en plus, elle connaît la pratique, elle me connaît par cœur, et voilà, elle sait que c'est important pour moi. Mais au même titre que moi, j'essaie de faire en sorte que dès qu'elle a un projet, de l'accompagner le plus possible. Et bien, on adore. Moi, je prends autant de plaisir à réaliser mes projets qu'à l'aider à réaliser les siens, quoi. Vraiment, c'est un vrai partage. On a la chance d'être un couple qui aime le sport,
Et pour moi, le sport, c'est une valeur qui est incroyable. Et de pouvoir partager ça, d'avoir partagé des courses de 1000 km ensemble, où on s'est vu dans des états vraiment qu'on n'aurait jamais pu vivre dans une vie assez classique, quoi, hein. Enfin, c'est vraiment des choses qui créent des liens qui sont incroyables. Le manque de notre fils aussi sur une course, enfin voilà, on partageait des trucs qui sont complètement dingues. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et après, en termes d'accompagnement, au début, je me suis dit que j'allais faire un peu les choses dans mon coin. Mais c'est assez compliqué, même si j'ai déjà un assez bon vélo et qu'en termes de matériel, j'étais plutôt assez bien équipé. Parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai optimisé mon setup, on va dire. Il faut quand même, de manière assez classique, hein, la nutrition, ça coûte très très cher. Au bout d'un moment, quand tu fais du sport, tu manges quand beaucoup. tu fais du sport, tu manges beaucoup. La qualité, en plus de ce que tu veux, enfin, plus tu vas acheter de la qualité, plus ça va être cher. Donc, j'ai eu de la chance de trouver une marque qui m'accompagne sur cette partie-là et qui me suit sur le projet. Euh, de manière assez simple aussi sur la partie textile. Les fringues en ultra distance, il faut être capable d'avoir des habits qui te permettent de traverser toutes les conditions météo possibles et imaginables. Donc, il faut rouler par toutes les conditions. Donc là, c'est pareil. J'ai trouvé une marque en plus éco-responsable qui m'accompagne là-dedans. Et Et ouais, d'ailleurs, tu peux nous donner le nom des marques, hein. ouais, On n'est pas à la radio et c'est beau de leur rendre hommage, justement, s'ils ouais. t'accompagnent. Oui, sur la nutrition, c'est Cook and Ren, donc qui m'accompagne, qui est une très très belle marque. Pour aller voir leurs produits, ils sont excellents. Et il y a aussi des boissons d'effort aussi qui sont très bonnes. Et en plus, euh, ce qui est assez cool, c'est que moi, c'est une marque qui avant même, c'est eux qui sont venus vers moi quand j'ai fait un appel aux partenaires. Et moi, j'avais déjà goûté leurs produits et je savais que c'était des produits qui me convenaient, avec lesquels ça matchait bien et qui en plus avaient des très belles valeurs parce qu'ils ont des produits très sains dans tout leur nutrition. Donc ça, c'était vraiment top. Et sur la partie textile, c'est la marque Vélor, qui est une petite marque qui, pour ceux qui connaissent un peu, qui soutient Marine Leleu. Donc voilà, qui est biosourcée, éco-conçue et donc qui est aussi très en affinité avec mes valeurs. Donc j'étais ravi qu'ils me contactent et là je viens de recevoir pas plus tard que ce matin ma première tenue. Donc je vais pouvoir aller tester ça. Et j'ai eu la chance aussi côté financier, parce qu'après la plus grosse ligne de budget dans cette préparation, ça reste le coaching. Parce que pour avoir un coaching sur quasiment un an de préparation au quotidien, etc., avec un plan vraiment très très détaillé et d'ultra distance, enfin voilà, ça nécessite quand même beaucoup d'ajustements. On n'est pas sur un plan assez classique. Enfin, je vais pas dire que le triathlon, c'est facile, mais en tout cas, on a beaucoup plus de recul sur la manière dont concevoir un plan d'entraînement versus un plan d'entraînement en ultracyclisme où voilà, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Et donc là, j'ai déjà mon coach qui m'a permis de lancer le projet alors même que j'avais pas de financement. Et là, j'ai réussi de par une boîte d'expertise comptable qui s'appelle Noria, euh, et d'avoir un petit budget pour financer une partie donc de ce coaching-là, donc qui couvre pas évidemment tout le coaching sur l'année, mais ça, c'est l'effort que fait mon coach. Euh, Loïc Lepoutre, donc, qui s'occupe beaucoup de triathlètes et qui lui est aussi triathlète, qui a fait le Norseman, qui est Black Finisher, Black T-shirt sur le Norseman, etc. Donc, qui est un gros athlète aussi de son côté. Et donc voilà. Pour ceux qui voudraient l'écouter, je l'avais reçu sur le podcast il y a 2 ans maintenant. Ah, super, super. Ouais, Et voilà. le titre est assez tape à l'œil. C'est pourquoi les triathlètes ne savent pas nager. Ça vous en dit long sur le personnage. Voilà. Donc écoute, pour l'instant, voilà un peu les partenaires qui sont dans la course. J'essaye encore évidemment d'en trouver d'autres, parce que le but, c'est il y a aussi la nutrition qui arrive et qui coûte aussi pas mal d'argent, enfin, le suivi en nutrition, pardon. Et donc voilà, mais le projet est déjà quand même bien lancé. Je suis dans des conditions qui sont assez favorables.
Et maintenant, il faut continuer de tenir bon, traverser l'hiver sans être malade, continuer de réussir à respecter mon plan d'entraînement et dérouler. Eh ben écoute, c'est le pire qu'on te souhaite, c'est que tout se passe bien et que tu arrives en forme, le jour de du lancement de cette, Race Across France. Ça va, la prépa, ça se passe bien, ça avance bien et pour l'instant, il y a pas de bobo? Non, non, écoute, ça se passe bien. Moi, j'avais un peu du mal, c'est ce que j'avais partagé à Loïc quand il a commencé à me suivre, c'est que j'ai beaucoup de mal à couper. On parle beaucoup de bigorexie, notamment dans le monde du triathlon. Je pense que c'est les premiers athlètes touchés, mais moi, au-delà de parler de bigorexie, j'ai vraiment du mal quand je fais pas du sport sur une journée. Une journée de récupération, c'est vraiment une journée frustrante pour moi. Je Euh, comprends pas parce que le mec, il arrête sa carrière de voileux le vendredi et le dimanche, il est en dépression. Je comprends pas. Je comprends pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier. C'est toujours ça me demande toujours un effort de vraiment couper, même si je sais que c'est bénéfique et en plus, enfin, voilà, je le pratique maintenant, donc je sais évidemment que ça, on en retire que du bon, mais quand même, ça demande toujours un effort intellectuel de réussir à se dire que voilà, c'est nécessaire, il faut le faire. Et donc, j'avais alerté un peu Loïc sur ce point-là. Et donc, il a vraiment composé le planning en essayant de me mettre. Enfin, j'ai jamais eu autant de jours de récup, en fait. Ah, tu n'arrives pas à Depuis. couper, ça. Je vais t'apprendre. Et donc, je vois bien que ça marche parce qu'en fait, depuis que je suis son plan, je progresse. Je progresse vraiment, quoi. Et j'ai eu en plus une petite course. Le dernier dossard que j'ai pris cette année sur le Gravelman Marseille, qui était une course de 500 km, j'ai fait la version route et que j'ai remporté. Et au-delà de remporter la course, j'ai surtout tenu une moyenne de watts que j'avais jamais tenue auparavant, alors qu'on était au plein cœur de l'hiver. J'ai fait des passages la nuit à -8 degrés. Enfin, c'était vraiment assez hard en termes de conditions météo. Et pour autant, je vois que j'arrive à délivrer une performance que j'avais jamais réussi à atteindre auparavant. Donc ça fonctionne. Donc maintenant il faut continuer. Je sais que cette période-là, décembre-janvier, c'est aussi une période. Alors moi, j'ai pas trop de mal quand j'ai vraiment un objectif fort dans la tête. J'ai pas trop de mal à, à me contraindre à pas être tenté par certaines choses. On sait que c'est des moments de l'année où on pourrait être tenté par faire quelques écarts niveau nutrition, etc. Moi, à partir du moment où c'est ancré, franchement, c'est plus fort que tout. Donc ça, j'ai pas trop de risques. Mais par contre, on sait qu'un petit virus, parce qu'on est un peu fatigué, etc., ça peut vite arriver. Et si ça hypothèque 1 ou 2 semaines d'entraînement, ça peut être assez problématique. Donc je fais assez attention à ça. Et Ouais, tu récupéreras, hein. Regarde, pendant le Covid, tous les sportifs de haut niveau qui ont été obligés de s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas les autorisations, parce que ceci, parce que cela, ils ont la majorité a reconnu que ça leur avait vraiment fait du bien parce que ouais, justement, ils avaient récupéré, qu'ils aient chopé le Covid ou pas. Et mine de rien, oui, quand ton corps, quand tu chopes un virus, c'est souvent aussi parce que ton corps, à un moment, il dit stop. Et exactement. Ouais, ça te permet de récupérer et de repartir de plus belle. On revient sur l'histoire de la sieste sur c'est l'ultra, quoi. ça. Enfin, de C'est la sieste. ça. La sieste tout nette de 3 heures, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est toujours pas se faire emmener en se disant, ben voilà, là j'ai un peu plus de temps, je vais aller m'amuser à faire 2 fois 400 bornes d'affilée alors qu'il fait 5 degrés et qu'il pleut. Et continuer de mettre le curseur au bon endroit pour faire en sorte qu'on passe cet hiver correctement et qu'après ça déroule sur le printemps. Et puis ça va assez vite arriver, hein, puisque la course va se lancer le 18 juin. Donc ça va arriver assez vite. Ouais, donc tu es dans les 6 derniers mois, là. Ouais, Euh, exactement. C'est marrant parce que quand on parle de prépa Ironman, on est sur 6-9 mois. Là, tu pars sur une prépa, tu es dans les 6 derniers mois. On n'est vraiment pas dans le même rapport, quoi. Écoute, franchement, c'était top, Sébastien, d'explorer un petit peu tout ça avec toi en partant de ton début, de ta première vie, de ta première carrière de voileux jusqu'au triathlon et maintenant l'ultra-distance. Je pense que ouais, on est pas mal en termes de longueur de l'épisode, hein.
Bon, il y en a avec qui on a fait 2 h 30, je crois, mais 1 h 30, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, écoute, je te propose qu'on libère nos auditrices et nos auditeurs. Juste avant de finir, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on t'envoie des encouragements? Et puis, peut-être, où est-ce qu'on te propose de te faire un don pour t'accompagner dans cet objectif? Ouais, bah, de manière assez classique sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en tapant mon prénom, nom, Sébastien Scotto di Fasano, pour le retrouver. Mais sinon, j'ai un pseudo Seb Run and Ride sur les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre la préparation, voir comment ça se passe, la prépa matérielle, la prépa spécifique pour l'ultra-distance en l'occurrence. Sur LinkedIn aussi, pour ceux qui veulent suivre et qui veulent potentiellement prendre part à l'aventure sur l'aspect partenariat. Et voilà, c'est à peu près tout. J'essaie vraiment de partager vraiment assez régulièrement au quotidien tout ce que je fais parce que déjà, ça me plaît. Et puis surtout, j'ai souvent beaucoup de retours et ça continue d'alimenter ma motivation et mon envie d'aller plus loin. Donc voilà, sur Instagram en priorité. Bon, je mettrai tout de toute façon dans les notes de l'épisode. Merci encore, Sébastien. Bonne fin de prépa. Un bisou au fiston et à madame, qui sont tes premiers supporters et tes premiers supports aussi, qui t'aident à aller au bout de ce projet. Et puis, bah ouais, rendez-vous en juillet pour qu'on débriefe un petit peu, une fois que tu arriveras à nouveau à poser les jambes. Exactement, exactement. Bah, merci à toi pour cette prise de parole sur le podcast. Et puis, écoute, à très vite, j'espère. Ça marche. Ciao, ciao. Salut.